Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission dédiée aux séries et au streaming sur Tech & Co. Et cette semaine, on va mettre un peu sur pause le rythme effréné des sorties, des séries qui n'arrêtent pas de déferler sur nos écrans pour se pencher sur un classique de la télévision, peut-être la seule série dont tout le monde, quel que soit l'endroit où on habite sur Terre, au moins on a vu un épisode de cette série. Il n'y en a pas beaucoup des séries dont on peut dire ça. Eh bien, je veux évidemment parler des Simpsons. Voilà, la série en est dans sa 37e saison, parce qu'il y a probablement des gens qui ne savent pas que ça continue, et pourtant, les Simpsons sont toujours en cours. 37e saison, elle vient de dépasser, là, il y a quelques semaines, le cap des 800 épisodes. C'est quand même monumental. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un livre, Les Simpsons ou le paradoxe du donut intemporel. Déjà, super titre, voilà, on peut le dire. Merci. Ça vient de sortir aux éditions Playlist Society et c'est écrit par un régulier de l'émission, un régulier d'épisode suivant, c'est Romain Nigita. Salut Romain. Bonjour Clément, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc tu as écrit ce livre, donc je disais aux éditions Playlist Édition qui vient de sortir. Tu es journaliste indépendant, on va le rappeler, spécialiste des séries. Et tu as donc décidé de nous parler des Simpsons. Tu vas nous expliquer pourquoi déjà, parce que les Simpsons, effectivement, dans le flot des séries qui n'arrêtent pas de sortir, il fallait revenir peut-être sur les Simpsons, qui est une série qui a 36 ans maintenant. C'est pas une série jeune, mais il y avait des choses à raconter. Tu vas nous expliquer ce que tu as voulu nous raconter sur les Simpsons, puisqu'il y a un angle dans ce livre, évidemment. C'est pas juste l'histoire des Simpsons. Tu vas nous raconter ça. Mais tu n'es pas venu seul aujourd'hui, puisque nous sommes accompagnés de Philippe Pétieux. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Philippe, vous êtes acteur spécialisé dans le doublage et vous êtes la voix française d'Homer Simpson depuis le tout premier épisode. Depuis tout premier. 1989 aux États-Unis. Il est sorti en décembre 89, le tout premier, si je ne me trompe pas, Romain. Mais c'est toi Un épisode de Noël. C'est un épisode de Noël, exactement. Philippe, vous allez donc pouvoir nous raconter votre rapport à la série, à ces personnages qui vous ont accompagné pendant toute votre carrière. Merci à tous les deux d'être là. Direction Springfield, c'est parti. Que vous soyez fan ou pas des Simpsons, que vous ayez arrêté de suivre il y a quelques années ou pas, vous avez forcément vu un ou plusieurs épisodes des Simpsons, je le disais, que ce soit à la télé dans les années 90, 2000 ou 2010, ou bien maintenant en streaming sur Disney+, puisque depuis que Disney a racheté la Fox, qui était la chaîne de télé qui faisait les Simpsons, qui fait toujours les Simpsons, eh bien c'est diffusé sur Disney+, donc depuis à peu près le Covid, depuis 2020, depuis que c'est sorti. Romain, tu as donc écrit un livre sur les Simpsons. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un livre sur cette famille qu'on connaît tous? Qu'est-ce qui m'a pris Qu'est-ce qui t'a pris? En effet, je me suis rendu compte que tout le monde à peu près connaissait les Simpsons, connaissait la silhouette ou le nom de Homer, de Bart, etc. Mais sans forcément déjà se rendre compte que la série continuait encore. Ouais. Alors qu'elle continue, la saison 37 en effet vient d'arriver sur Disney+. Et c'était ça, j'avais envie de décrypter ce phénomène parce que à une époque où beaucoup de séries sont de plus en plus courtes, ne font que 3-4 saisons maximum, on a cette série non seulement qui continue à être diffusée et rediffusée. Et il y a souvent ce paradoxe qui donne ce titre à ce livre, c'est qu'on peut voir tout à fait cette série dans le désordre, comme c'était le cas un peu sur les chaînes du groupe M6 avant que ça arrive sur Disney+. C'est-à-dire que c'est une série qui à la fois est totalement intemporelle, puisqu'on peut revoir d'anciens épisodes qui sont toujours aussi pertinents sur ce que ça dit de la société, et pourtant la série évolue, puisqu'elle parle de l'apparition de nouveaux phénomènes, des nouvelles technologies. On a eu l'apparition du téléphone portable, d'Internet, même du streaming. La télé qui était dans le salon de Simpson, avant c'était un gros tube cathodique 4 tiers, maintenant c'est un écran bel plat, écran OLED. un écran plat 16/9. Donc on a cette évolution qui suit la société, et pourtant la série ne change pas, il y a toujours les fondamentaux, et surtout les personnages ne changent pas. Homer n'a pas fait de régime, ou en tout cas ça n'a pas tenu. Les enfants sont toujours des enfants, ils sont toujours dans la même classe. Donc c'est vraiment ce paradoxe qui paraît complètement contre-intuitif. Comment cette série continue à être pertinente tout en ne bougeant absolument pas. C'est donc tout le propos de ce livre qu'on va un peu détailler. Philippe, vous avez coécrit la préface du livre, Oui. donc j'imagine que Romain vous a contacté pour Romain vous nous demander a ça. sollicité. Vous l'avez écrit avec votre femme, Oui. Véronique Augereau, qui est aussi la doubleuse de Marge Simpson. Donc c'est aussi une très belle histoire derrière l'écran. 36 ans, je disais, après vos débuts avec ces personnages, est-ce que l'attachement il est toujours intact? Oui, toujours. On est très, très attaché à ces personnages. Et moi, le personnage d'Homer Simpson, il continue à me surprendre et à me faire rire. Et je crois que c'est le seul, d'ailleurs, qui me surprend autant. Non, puis c'est une belle aventure, puisqu'on s'est connus avec Véronique sur le casting des Simpsons en 89. Et on n'imaginait pas du tout que cette série allait durer aussi longtemps. C'est vrai que les premières saisons étaient assez
assez effroyable au niveau du dessin, faut bien le dire. Et on s'est dit, on va faire deux, trois saisons maximum, et puis on passera à autre chose. Et en fait, c'est le côté intemporel des Simpsons, on est toujours là. Et puis nous, on n'a pas l'impression de vieillir, donc c'est ça qui est formidable aussi. Sans dévoiler le contenu de ton livre, Romain, hein, parce qu'il faut quand même aller le lire, aller S'il vous l'acheter. plaît. Ne nous dis pas tout, garde-en quand même un peu pour ceux qui voudraient l'acheter. C'est quoi un peu les 3-4 ingrédients de cette recette de l'intemporalité des Simpsons? Tu disais le fait qu'on peut regarder tout à fait aujourd'hui un épisode sans avoir vu les 36 premières saisons. On peut là regarder Disney+, ouvrir, regarder le dernier épisode, on va tout comprendre à cette famille. Et après, on peut regarder un épisode de l'épisode 12, par exemple, enfin de la saison 12, et on comprendra la même chose. Qu'est-ce qui fait et que ça a pu durer aussi longtemps? L'un des ingrédients qui était pourtant totalement évident à l'époque, mais qui aujourd'hui paraît de plus en plus rare, c'est que c'est une série à épisodes bouclés. C'est-à-dire que chaque épisode raconte une histoire avec un début, un milieu et une fin. Ce n'est pas une série à suivre, feuilletonnante. Aujourd'hui, c'est vrai que sur les plateformes, on n'a que des séries Exactement. feuilletonnantes, des séries comme Game of Thrones, comme Stranger Things et autres. Alors que les Simpsons, vous voyez un épisode, vous avez la satisfaction d'avoir une histoire complète. Et en effet, vous pouvez sauter à un épisode d'une autre saison, même un épisode plus vieux, ça racontera aussi une histoire complète. Donc là, aucun souci. Pour moi, l'une des autres explications de ce côté intemporel, c'est le fait que même si on a déjà vu les épisodes, on peut tout à fait les revoir sans aucun sentiment de lassitude, parce qu'il y a énormément de choses à voir dans les épisodes des Simpsons. Déjà, le fait qu'un épisode qu'on a vu quand on avait 10 ans, comme c'était mon cas par exemple au lancement de la série, le revoir aujourd'hui avec quelques années de plus au compteur, on va comprendre des blagues qu'on n'a pas forcément compris à l'époque. Parce qu'il y a énormément de références, des références à des films, y compris des films plutôt pour adultes, des films de Stanley Kubrick, Ouais. même à Orange Mécanique, qui est quand même un film pas du tout pour les enfants. Il y a des références à pas mal de livres. Si on regarde les arrière-plans de tous les épisodes, il y a des tranches avec des titres de livres, il y a des panneaux indicateurs, il y a des titres de journaux. Tout ça, on n'a pas forcément le temps de le comprendre à la première vision. Donc le fait de voir et revoir les épisodes, là aussi, il y a un côté gratifiant. Et puis l'autre côté intemporel des Simpsons, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, le fait que ça parle de notre société. Et les grands problèmes que connaissent les sociétés occidentales, malheureusement, c'est toujours les mêmes depuis quasiment 40 ans. C'est la politique, l'environnement. Il y a des dialogues sur l'environnement dans les premières saisons qu'on pourrait croire sortis de la bouche de Greta Thunberg il y a à peine un an. Donc tout ça était totalement avant-gardiste. Il y a plein encore d'autres choses. Et puis si, pour terminer, le côté forcément totalement attachant de ces personnages. Même s'ils sont des fois un petit peu stupides, on a quand même beaucoup de plaisir à les retrouver, et ça passe aussi par les voix de comédiens comme Philippe, Véronique et toute la troupe. Justement, Philippe, vous avez été, vous, et vous êtes toujours au premier rang de ce fameux paradoxe du donut intemporel que nous décrit Romain. C'est-à-dire que vous avez enregistré toutes les saisons, vous voyez ces personnages ne pas évoluer, justement, rester toujours les mêmes. Vous dites, Homer, il continue de vous surprendre. Comment il vous surprend encore aujourd'hui? C'est un personnage qui est un peu borderline par moment. Il est stupide, mais il est très attachant, quoi. Et nous, c'est vrai que les épisodes qu'on préfère, c'est ceux qui sont autour de la cellule familiale, en fait, les rapports entre parents, les rapports avec les enfants. Ça, c'est touchant. Je pense que dans le film, il y a une séquence. Notre fille avait vu le film à l'époque en 2007. Elle était préado et elle avait pleuré parce que Marge voulait quitter Homer Ok. suite à la catastrophe qu'il avait Ouais. engendrée sur Springfield. Elle voulait le quitter et voilà. Et donc, il y avait eu happy end quand même, mais c'était touchant. Et puis, voilà, c'est ça qui nous touche le plus. Je crois qu'il y a différents niveaux de lecture, comme tu disais, Romain, et c'est ça qui fait la force. Et c'est une série qui est redoutablement intelligente. Voilà, et c'est pour ça que ça perdure, je pense. C'est ça Ouais. la force des Simpsons qu'on ne voit pas, c'est que c'est peut-être un double sens caché à chaque fois. C'est-à-dire que vous dites c'est une série qui est très intelligente, mais pourtant avec des personnages relativement stupides pour la plupart. C'est une série qui peut paraître une série pour enfants quand on la regarde. C'est un dessin relativement simpliste, très coloré, très vif, etc. Mais avec énormément de références cachées qu'on peut revoir 20 ans après, comme tu disais, Romain. Il y a aussi ces gags, finalement. C'est une série qui est très drôle, qui reste drôle avec le temps. Tu écris dans le livre, Romain, un peu comment sont faits les épisodes. Mhm. Il faut 9 mois pour faire un épisode. Et L'animation, c'est très long. Ça commence évidemment par l'écriture. bien sûr, Juste après l'écriture, aux États-Unis, ils enregistrent les voix américaines avant même de commencer l'animation.
ce qui leur Ok. permet des fois d'improviser, d'ajuster des choses. Et ensuite, on passe à l'animation avec une première étape qui se fait aux États-Unis où on définit les décors, les images clés. Les images clés, c'est vraiment les poses de chaque personnage. Et ensuite, c'est envoyé à un studio d'animation en Corée du Sud qui, là, va vraiment dessiner toutes les images. Pour faire un dessin animé, alors, selon les techniques, ça peut être 12 images par seconde ou 24, selon les styles Mhm. d'animation. Et aujourd'hui, ça se fait toujours comme ça se fait sur tablette graphique maintenant, ça ne se fait plus sur cellulo, mais c'est toujours des dessins à la main. Et tout ça, ça prend énormément de temps. Et c'est ça aussi, c'est cette distance entre l'écriture et la diffusion qui a poussé les créateurs de la série à se dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait des références trop immédiates à l'actualité. Parce qu'une blague qui peut faire rire à un moment donné, 9 mois plus tard aux États-Unis et même 2 ans plus tard quand c'est diffusé en France, en Mhm. Italie, en Espagne, etc., bah, plus personne ne On va aura la ref, comprendre. quoi, ouais. C'est exactement l'inverse de ce que fait South Park, parce que South Park est produit dans la semaine qui Ouais, précède très différent. l'épisode. C'est les deux créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, qui ont créé leur propre studio pour ça. Le style graphique est aussi très différent. C'est beaucoup plus proche du rythme des Guignols de l'info à Mhm. l'époque. Mais les Simpsons, donc, avec cette distance, restent relativement intemporels. Il y a quand même, comme je le disais tout à l'heure, une évolution au niveau de la technologie ou des grandes tendances politiques. Mais du coup, ça fait que quand on revoit des épisodes 20 ans plus tard, on n'est pas paumé en se disant, mais attends, de quel fait divers ils sont en train de parler ou de quelle campagne politique. Non, il y a des grandes figures politiques qui traversent ces époques, que ce soit George Bush ou Tony Blair. Donc Mhm. ça, ou même Nicolas Sarkozy d'ailleurs. Mhm. Il y a eu un épisode où il était parodié. Exact. Mais voilà, ça ne va pas plus dans le détail. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut revoir les épisodes à n'importe quel moment. Philippe, cet humour, justement, les séries comiques, c'est pas souvent les plus faciles à doubler, j'imagine, parce qu'il y a des blagues, des jeux de mots, par exemple, qui ne sont pas traduisibles en français. Mhm. Est-ce que c'est facile de doubler les Simpsons en français par rapport Non, au texte original? non, c'est pas facile, mais il y a un travail en amont qui est très important, c'est le travail d'adaptation Mhm. à notre culture francophone. Et je veux dire, c'est ça la qualité aussi d'un bon doublage. Hein, parce qu'en fait, le doublage, nous, on a des retours sur C'est vrai que les Simpsons, on nous dit, nous, on regarde pas la version originale, nous, les Simpsons, c'est en français. C'est votre Je suis version. d'accord, je valide. Voilà. Et donc, nous, c'est une reconnaissance de notre travail. Alors, et puis, c'est un travail d'équipe. Donc, on fait preuve d'invention. On essaye de trouver les petits gimmicks. On essaye d'améliorer, si on a des idées, les petits gimmicks. Et ça, on trouve ça sur le plateau, en enregistrement, un travail d'équipe. Le fameux « Ouh, pinaise », c'était « Oh my God » en anglais. Au début, on était sage parce que les textes étaient supervisés par Mhm. la Fox. Les Américains venaient Ouais. à chaque enregistrement. Et on disait « Ouh, mon Dieu !» Et Homer, il disait ça. Je lui dis « Mais on ne peut pas garder ça. Ce personnage, il n'a pas beaucoup de préoccupations métaphysiques. Mhm. Il regarde plus son ventre que le ciel. » Et je lui dis bon, on a trouvé ce petit gimmick, mais voilà. Et puis il y en a eu d'autres comme ça. Voilà, et c'est ce qui a fait le charme un peu de la VF, et puis qui a fait aussi le succès de la série en francophonie. Et vous avez aujourd'hui une liberté totale là-dessus. Vous disiez, la Fox venait au début Oui, toujours sur l'épisode. oui. Aujourd'hui, vous êtes toujours supervisé par la Fox, quand même, par les Américains ou Non, non, Disney? non, 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 pas du tout. Ils nous font une totale confiance, et que les adaptations sont très, très bien faites. Elles sont vraiment, il y a un vrai travail d'adaptation. Et puis après, nous, on arrive, on pose nos voix, mais je veux dire, c'est du velours, quoi. Mm. Vraiment, il y a un vrai travail en amont, un excellent travail qui est fait. Romain, alors je ne sais pas si tu avais calculé ton coût à peu de choses près, mais dans ce paradoxe du donut intemporel, on a atteint un point assez spécial là, qui est que ça fait donc 37 saisons que la série est en cours, 36 ans que le premier épisode est sorti, soit l'âge d'Homère. Il Alors, a j'avais 36 ans dans la série depuis l'épisode 1, il n'a pas bougé, et on arrive donc aujourd'hui au stade où la série est plus âgée que son personnage. Alors, je pourrais dire que oui, je l'ai fait totalement exprès, mais non, pas du tout. Pas du tout, mais ce qui est intéressant, en effet, c'est qu'on connaît l'âge du personnage, on connaît l'âge de tous les personnages, on sait dans Mhm. quelle classe vont Lisa et Bart. Et c'est là, en effet, qu'il y a ce véritable paradoxe, puisque dans l'une des premières saisons, on a des flashbacks sur la jeunesse de Homer et Marge, comment ils se sont rencontrés. Ouais. Des flashbacks qui sont très précisément datés. On sait que c'est dans les années 70, avec les coupes de cheveux, les voitures, la musique, etc. Et Matt Groening, le créateur des personnages, s'est lui-même un petit peu posé des questions quand les scénaristes lui ont proposé ça, en disant « Mais attendez,
Là, ça va un petit peu. Si jamais la série dure des années, ce qui à l'époque était absolument Oui. pas gagné, ça va paraître un peu daté. Et puis finalement, ils se sont dit bon, c'est quand même drôle, tous ces gimmicks sur les années 70, donc on va garder ça. Et c'est vrai que maintenant, quand ils continuent régulièrement à faire des flashbacks sur la jeunesse des personnages, eh ben, on a ce passé qui se décale d'autant. Là, dans un épisode de la dernière saison à date, dans la saison 37, on a Marge qui est nostalgique d'une série qu'elle regardait quand elle était jeune. Et cette série, c'est un pastiche de Dawson. Donc une Ok. série de la fin des années 90, à une époque où les Simpsons existaient déjà. Mm. Et finalement, c'est pas grave parce que ça reste très drôle. Donc on accepte ça dans le concept des Simpsons aussi parce que c'est de l'animation. Il y a ce côté un petit peu irréel presque. Et là aussi, ça fait partie de ce qu'on accepte de cet univers un peu surréaliste et qui fait que la série peut perdurer sans que ça ne pose de problème à qui que ce soit. Et dans cette famille qui, du coup, reste figée dans son petit univers temporel, malgré toutes les évolutions autour d'elle, tu l'as dit, nouvelles technologies, etc., les présidents, les personnalités qui passent. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, le principal symbole des Simpsons, c'est Homer. C'est lui qui, aujourd'hui, représente le mieux cette série. Pourtant, ce n'était pas le cas au début. C'était plutôt Bart C'est vrai. qui était C'est Bart, la figure principale. C'était lui qu'on voyait notamment, alors je disais dans ton livre, j'ai appris ça, qu'il a il a fait des couvertures de magazines, il a été mis dans la liste des personnalités les plus influentes du Time du XXe siècle. C'est Oui, fou, quoi. dans une liste sur laquelle il y avait le pape Jean-Paul II, il y avait Mohamed Ali, enfin, ça Nelson paraît, Mandela, etc. assez dingue. Enfin, C'était le seul personnage fictif qui figurait dans cette liste. Oui, alors je ne sais pas jusqu'à quel point on s'en est rendu compte en France, mais aux États-Unis, la Bartmania, Mhm. ça portait vraiment ce nom-là, a été absolument délirante et phénoménale. Il y avait des t-shirts partout. Il y a eu un 45 tours coécrit par Michael Jackson, ouais. sous pseudo, mais c'est quand même lui qui a appelé les producteurs pour leur dire j'ai créé une chanson pour Bart. Et il y avait la fameuse concurrence avec le Cosby Show à l'époque. Ça faisait même les couvertures de magazines où il y avait Bill Cosby avec incrusté sur la photo Bart qui le regardait d'un air un petit peu féroce pour lui dire je vais te manger dans les audiences. Mais ça, on était à la fin de la saison 1, début de la saison 2, donc vraiment le tout début de la série. Et puis, il s'est passé quelque chose, c'est que les scénaristes ont créé de plus en plus de gags autour du personnage de Homer. Ok. Et il y a un épisode pivot qui est un épisode de la saison 2, si je ne dis pas de bêtises, dans laquelle Bart veut sauter par-dessus un ravin en skateboard. Et Homer, pour une fois, un petit peu une lueur d'intelligence en disant « Mais non, c'est trop dangereux pour toi, tu vas te casser le cou ». Et c'est Homer qui le remplace. Et il y a une scène absolument Oui. drôle dans laquelle Homer C'est le tombe. saut de la mort. Le saut Voilà, de la mort. le saut de la mort. Homer tombe le long du ravin, se Ouais. fait mal de toutes les manières possibles. Il est secouru par une ambulance, sauf que en refermant la porte de l'ambulance, le brancard retombe et il refait une deuxième fois la chute. Et c'est là que les scénaristes se sont dit, mais en fait, Homer est un terrain de gag physique absolument formidable. Et c'est à partir de là qu'il va devenir cette espèce de punching ball humain. Et c'est finalement Homer qui maintenant est désormais est l'étendard de la série. Et on l'a vu avec le premier film, on le voit déjà avec les quelques affiches du deuxième film Ouais. où c'est lui Sortira l'an qui prochain. est mis en avant. Mm. Et je suis sûr que ça fait plaisir Oui, à c'est clair, Philippe Philippe. Oui. d'avoir vu cette Non, évolution. puis, Romain, pour compléter, je pense qu'il y a eu aussi au début, il fallait une levée de bouclier des familles chrétiennes aux États-Unis. Mhm. Il fallait pas que les enfants s'identifient aient comme modèle Bart Simpson. Ah. Et je crois que Matt Groening a eu des soucis, il y a eu des procès, etc. Et il a dit OK, et c'est là, à partir de ce moment-là aussi, qu'il a développé le personnage d'Homer Simpson. Il a mis un peu de côté Bart Simpson, et puis ils ont développé le personnage d'Homer qui est devenu effectivement le rôle emblématique de la série, quoi. C'est un personnage qui vous colle à la peau. On vous parle que d'Homer Simpson ou pas? Ouais, souvent, Ouais. ouais, bien sûr, parce que ouais, Mais c'est ça vrai vous qu'il agace ou ça vous fait plaisir? Non, ça me fait plaisir parce que c'est une reconnaissance. C'est vrai que puis c'est que il n'y a jamais d'agressivité en fait. Mm. C'est-à-dire que les Simpsons, ça réunit des souvenirs d'enfance. C'est des bons souvenirs autour de la télé devant les Simpsons. Et c'est des réunions de famille. Et c'est que du bonheur en fait, que du bonheur et des parties de rigolade. Et donc à chaque fois, c'est vrai que on me demande de faire Pinès de temps en temps, de plus en plus souvent, mais je veux dire, c'est une belle reconnaissance et puis ça fait partie de la culture maintenant, de la culture populaire, quoi. Voilà. Il y a une autre. Que- Vas-y, Romain, vas-y. je t'en prie. Philippe est trop modeste, je pense, pour le dire, mais c'est vrai que tu l'as présenté au début de l'émission comme comédien de doublage, mais
Philippe, tout comme Véronique, ce sont des comédiens tout court Mm. qui Tout à fait. jouent sur les planches. Notamment, Philippe a aussi fait de la direction artistique de On en versions françaises parlera de plusieurs en fin séries. d'émission. Donc c'est vrai qu'ils ont chacun des carrières qui vont au-delà de juste faire ce qu'ils font Oui, sur les vous Simpsons, qui est avez. déjà formidable. Il suffit d'aller sur votre page Wikipédia, Philippe, on voit une liste interminable de tout ce que vous avez doublé, et notamment des grands personnages Mm. dans des grands films aussi, et tout ce que vous avez fait avec votre propre personnage, Philippe Pétieux, et non pas à travers votre voix. Il y a une autre citation du livre que je m'étais notée, elle n'est pas de toi, celle-là, Romain, elle est de Al Jean, que tu as pu interviewer, qui est un des principaux showrunners Ouais. historiques des Mm. Simpsons, que tu as interviewé pour écrire le livre, qui dit: Tant que les familles auront des problèmes, nous aurons de quoi écrire des scénarios. C'est si simple que ça, la recette des Simpsons, en fait, c'est juste parler de la famille et de ce que vivent les gens normaux. Oui, je pense que ça revient à ça fondamentalement, avec les évolutions de la société dont on parlait tout à l'heure, l'évolution de la politique, de l'environnement, même de la perception de la religion, de la sécurité, des guerres, et cetera, et tout ça vu à travers le prisme de cette famille, et tant que le monde continuera à évoluer, ce qu'il continue évidemment à faire, ça nourrira les nouvelles idées des scénaristes. Je pense qu'ils en reviennent souvent à ça, et tout ça aussi nourri par une nouvelle génération d'auteurs. Mhm. Parce qu'en effet, Al Jean a toujours travaillé sur les Simpsons. Il n'a jamais connu les Simpsons en tant que simple téléspectateur. Il était là depuis la saison 1. Il est parti quelques fois pour aller travailler sur d'autres séries, mais il a fini par revenir. Et maintenant, en effet, il est le showrunner depuis une quinzaine d'années, je Ouais. crois. Et maintenant, il est co-showrunner avec un Avec autre Matt auteur, Selman, hein. avec Matt Selman, tout à fait. Mais du coup, c'est vrai que des fois, les nouveaux auteurs qui, eux, ont grandi avec les Simpsons, ça vient mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. Ça va venir un peu secouer les certitudes ou les habitudes des grands anciens, si je puis dire, comme Al Jean. Mais en effet, fondamentalement, ça reste l'histoire d'une famille élargie, parce que maintenant, on peut même parler de toute la ville de Springfield. Bien sûr, il y a un peu Parce qu'il y a plein d'épisodes qui sont consacrés soit à Krusty, soit au proviseur Skinner, soit à Monsieur Burns, le propriétaire de la centrale. C'est là aussi, on a envie de retrouver cette famille au sens large, de retrouver cette petite ville. Je ne sais pas si on aimerait vivre à Springfield, parce qu'il se passe quand Je même suis pas sûr non plus. des choses assez bizarres, mais en tout cas, on aime s'y retrouver. Il y a un point que vous évoquiez, Philippe, vous disiez, voilà, les Simpsons, c'est beaucoup de souvenirs pour les gens qui sont toujours contents d'en reparler, de dire que voilà, ils ont vécu des années devant les Simpsons. Ça a été mon cas. Moi, j'ai grandi devant les Simpsons sur W9, sur M6. Le soir, voilà, c'était tant que mes parents n'étaient pas rentrés, je pouvais regarder les Simpsons, et dès qu'ils rentraient, c'était le journal de 20h. Bah voilà, perdu. Fallait passer aux choses sérieuses. Mais est-ce que tout ça ne va pas changer finalement avec le fait que ce n'est plus diffusé en clair aujourd'hui, ça n'est plus sur W9, ça n'est plus sur M6, c'est passé sur Disney+. Est-ce que ça ne risque pas vous n'avez pas peur que ça casse ce lien finalement à terme, et que les gens qui aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, ont moins de 15 ans, ou 10 ans, ne vont peut-être pas connaître les Simpsons? Oui, je pense que ça casse le lien parce que, en fait, avec l'arrivée des plateformes, l'offre, elle est multiple. Et Oui. puis, il faut s'abonner, donc c'est payant. Pour voir les Simpsons, il faut avoir Disney+. Voilà, alors qu'avant, c'est vrai qu'avant, c'était beaucoup plus rassembleur. Il y avait 4 heures de Simpsons le samedi soir sur W9. La même chose en Belgique sur RTL. Voilà, donc tout ça, c'était davantage rassembleur. Là, l'offre, elle est multiple. Et ce qui explique aussi qu'on n'ait que des mini-séries. Oui. Moi, j'ai grandi avec des séries où il y avait plusieurs saisons. Voilà, et j'étais content Et on s'attachait au on personnage, s'attachait on au voyait personnage. revenir pendant 5, Et 6 on ans. en parlait parce que c'était rassembleur. Mm. Moi, je me souviens de la série 24 heures chrono, Ouais. qui était diffusée. Il y avait 2 épisodes qui étaient diffusés sur Canal+ le jeudi soir. C'était rassembleur. Les gens refusaient les invitations Le pour jeudi soir, pouvoir c'était être. 24 heures C'était chrono. 24 heures chrono. Et effectivement, maintenant, c'est moins le cas puisque l'offre, elle est multiple. Alors, bon, voilà, moi, c'est un peu ce que je regrette. On va plus vers des choses plus individualistes qu'on aura du mal à partager, quoi. Voilà. Alors, Romain le disait, donc on l'a évoqué, il y a un film qui va sortir l'an prochain qui peut-être va Oui. renouveler l'intérêt pour les Simpsons. On verra en tout cas quel est le scénario, quelle est l'histoire, hein. Ce qui est sûr, c'est qu'on retrouvera la famille nucléaire des Simpsons, en tout cas dans cet épisode, dans ce film. Mais malgré tout, Romain, ça, pour le coup, c'est toi que je vais citer. C'est toi dans le livre qui a écrit ça. L'une des principales raisons de parler des Simpsons aujourd'hui, c'est quand un personnage meurt. C'est toi qui écris ça, ou tu dis aussi que c'est quand il y a des polémiques. Il y a eu la polémique sur le personnage de Apu, l'épicier indien, qui voilà, a fait pas mal de bruit récemment. Est-ce que c'est la logique de l'histoire aussi? C'est-à-dire que c'est une série qui fait plus parler pour ses défauts que pour ses qualités, qui n'ont pas bougé, elles qui sont toujours là, c'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi attachant, mais
Elle est peut-être moins dans l'actu aujourd'hui? Bah, ça, c'est la logique des médias au sens large. On voit que pour les séries, quelles qu'elles soient, on parle souvent d'une série à son lancement. Mmh. Éventuellement, quand il y a un dernier épisode, un peu événement, Ouais. comme Stranger Things, Game of Mais Thrones, sinon, on etc. les lâche un peu en cours de Voilà, en route. général, il y a beaucoup moins d'articles pour les saisons 2, 3, 4, 5, ou alors vraiment dans des médias spécialisés. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est vrai que je pense que dans ce qui concerne une série comme Les Simpsons, le fait qu'on puisse tuer un personnage, ça étonne encore beaucoup. Mmh. Même Oui. si finalement la série le fait depuis très longtemps. L'une des premières morts vraiment marquantes était celle de Maud Flanders, Mmh. la voisine Des des Simpsons. Simpsons, qui était l'épouse de ce moustachu un petit peu agaçant, bon Un peu collant. dieuzard, etc. Là, il se trouve qu'à l'époque, aux États-Unis, il l'avait tué. C'était pas très élégant, c'était Non. pour se venger de la comédienne américaine qui avait demandé une augmentation de salaire. C'est assez vache Donc quand voilà, même. c'était pas très classe, il faut le dire. Et c'est vrai que maintenant, régulièrement, il y a des morts de personnages, y compris des personnages très secondaires, voire tertiaires. Et c'est vrai que je suis un peu le premier surpris de voir régulièrement des news sur des sites d'infos généralistes Mmh. qui disent Les Simpsons vient de tuer un personnage. Donc il y a un petit peu un côté où il faut attirer le clic pour aller voir qui c'est. Tout le monde se dit tiens, est-ce que ça va pas être Homer ou Ouais, Marge? ouais. Bah non, c'est Toujours quelqu'un de très, l'un très des derniers en secondaire. date, c'était Larry, le pilier de bar, Oui. qui était quasiment un figurant dans la série jusque-là. Alors c'est vrai que l'épisode en question était très, très joli, très émouvant. Mais voilà, il y a ce côté, finalement, que dire aujourd'hui des Simpsons? Et il y a aussi ce mythe de la prédiction Oui, le fameux les euh, Simpsons l'ont vu avant tout le monde, voilà, l'ont Ouais. imaginé avant tout le monde. qui est né avec un dialogue qui parlait de Donald Trump quasiment 15 ans avant sa véritable élection à la Maison-Blanche. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est ressorti quand finalement il a vraiment été élu. Là aussi, je pense qu'il y a un petit côté, faut alimenter les réseaux Oui. sociaux, faire des top 5 des choses que les Simpsons ont prédit. Mais voilà, à la limite, toute publicité est bonne à prendre. Ça permet de continuer à faire vivre la Mmh. série jusqu'à même des fausses prédictions, puisque on a vu par exemple pendant les incendies à Los Angeles de l'année dernière, des gens qui partageaient des soi-disant extraits Ouais. ou photos de la série en disant: «Vous voyez, même les incendies ont été prédits dans les Simpsons», Alors ce qui que était totalement pas faux. du tout. C'était des images générées par intelligence artificielle. Donc je pense qu'en fait, ça ne fait que prouver une chose, c'est que les Simpsons sont maintenant totalement inscrits dans la culture générale, dans Mmh. la pop culture, La pop culture. avec tous ses défauts, mais aussi voilà, les avantages qui fait que ça permet de continuer à parler de la série. On en est donc, parce que la série continue, on en est à 37 Tout à saisons, fait. on le disait, c'est assez fou quand même, Et c'est hein. signé jusqu'à la saison Voilà, 40. il y en aura au moins 40, jusqu'en 2029. Est-ce que, malgré tout, les audiences sont en baisse aux États-Unis? Évidemment, ça n'est plus le phénomène que ça a été dans les années 90. On est, je crois, autour de 1,5 million de téléspectateurs par épisode, je C'est crois, ça. à De peu toute près façon, les maintenant. audiences globalement de la télé en direct Baissent sur les de networks manière générale. ont toutes baissé. Oui. Est-ce que Philippe, vous pensez parfois à la fin des Simpsons? Oui, bah, on y pense depuis le début, Ouais. hein, à vrai dire. On s'est dit, oui, il y aura forcément une fin. Alors, Matt Groening nous avait fait la confidence en disant que après le deuxième long métrage, peut-être que la série s'arrêtera et ça marquera la fin des Simpsons. Voilà, maintenant, je veux dire, à la fois, c'est une poule aux œufs d'or, hein, quand même, parce que avec tout le merchandising Oui. autour. En fait, finalement, Autour de- les audiences et ce que ça Voilà, rapporte à la voilà, télé, c'est voilà. presque Donc, secondaire. non, mais je pense que oui, ben, moi, je serais un peu orphelin de ce personnage, ça, c'est sûr, parce qu'il a accompagné une grande partie de ma vie, l'air de rien. Voilà. Donc, oui, je serais triste. Je voulais vous poser une dernière question, Philippe. Il y a Hank Azaria, qui est l'une des voix américaines des Simpsons, l'un des principaux doubleurs Mm. des Simpsons en version originale, qui a exprimé l'an dernier sa crainte d'être bientôt remplacé par l'intelligence artificielle. Ça se fait de plus en plus, malheureusement, de plus en plus, notamment dans le doublage, hein. C'est un des chevaux de bataille d'ailleurs de pas mal de doubleurs en France. Est-ce que vous aussi, Philippe, vous n'avez pas peur que l'IA vienne vous remplacer un jour? Pas forcément alors, sur les Simpsons peut-être, mais Ouais. ailleurs. Non, Comment mais vous c'est vrai positionnez? je veux dire, ce que disait Hank Azaria, c'est faux parce que en fait, eux, ils sont à la première phase, comme tu l'expliquais, Romain. On enregistre les voix avant de faire l'animation. Donc, enregistrer des voix, ça veut dire jouer la comédie, ça veut Mm. dire proposer des choses en tant que comédien. Et là, l'intelligence artificielle, elle est incapable de créer. Elle ne fait que reproduire, mais elle reproduit par rapport à une création qui est humaine. Donc, à ce niveau-là, au niveau de la création de voix, l'intelligence artificielle, elle pourra pas nous remplacer. Maintenant, pour le doublage, nous, on a signé une pétition qui a réuni plus de 200 000 signatures
touche pas ma VF. Mhm. On se bat, on se bat actuellement, on est en négociation avec les plateformes pour pouvoir, dans nos contrats, nous protéger. Alors c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont en danger. Je pense des secteurs des voix off dans les documentaires, les audiodescriptions, Mhm. le sous-titrage aussi est forcément menacé. Maintenant, je veux dire, sur les Simpsons, nous, le travail qu'on fait sur les Simpsons, euh, il- ça sera difficile d'improviser. L'intelligence artificielle, elle est incapable d'improviser, elle est incapable de trouver des petits gimmicks comme ça sur le moment qui vont faire que c'est. Mais alors, il y aura le doublage et une traduction sonore. Alors, traduction sonore, c'est vrai que ça peut exister, mais on Mais ça va se n'a pas de contenter. cœur, ça n'a pas Ça n'a pas de d'émotion. cœur et ça sera forcément formaté. Eh ben, on espère, nous, qu'il y aura toujours des voix humaines derrière ces personnages si marquants et si attachants. On espère que les Simpsons vont continuer encore longtemps. On pourrait en parler pendant des heures. Malheureusement, nous n'avons pas des heures. C'est une émission qui ne dure pas des heures. Je vous recommande donc, si ça vous intéresse, d'aller acheter le livre de Romain, Les Simpsons ou le paradoxe du donut intemporel. Ça sort le 22 janvier aux éditions Playlist Society. C'est super intéressant. Moi, j'ai appris plein de trucs. J'ai adoré. Ça m'a donné envie de revoir tous les Simpsons. Je suis pas sûr d'avoir le temps de tout revoir. Il y a quand même plus de 800 épisodes, on le disait. Et puis un mot sur les éditions Playlist Society, qui sont quand même des super éditions pour tous ceux qui aiment les séries, les films, etc. Voilà, j'en ai ramené 2 autres avec moi. Un sur Seinfeld, un sur Buffy contre les vampires. Voilà, c'est vraiment une mine d'or pour les sériphiles et les cinéphiles. Il y a tout un tas de bouquins, donc foncez, achetez tout ça. Philippe et Romain, vous restez avec moi. L'émission n'est pas tout à fait terminée. On va passer aux séries de la semaine. Nos invités qui recommandent donc des séries qui leur plaisent, coup de cœur ou autres, des séries qui les marquent dans leur vie. Je vais commencer avec toi, Romain. C'était une évidence ton choix cette semaine, le timing Oui. était presque parfait. C'est normalement, tu viens ici, tu parles de SF. En général, c'est ça les grands thèmes que tu aimes aborder, la science-fiction. Et ben, on va en parler quand même un peu aujourd'hui, puisqu'il y a une nouvelle série Star Trek qui est sortie. Et oui, Star Trek, bon, les gens qui me connaissent savent que je suis un petit peu obligé d'en parler. La nouvelle série Starfleet Academy Mhm. démarre demain. Et c'est une nouvelle proposition dans la franchise, puisque ça va suivre des jeunes recrues de l'académie de formation des officiers qui Mhm. ensuite vont être en poste sur les vaisseaux spatiaux tels qu'on les connaît dans Star Trek. Donc c'est vrai qu'on a affaire à un casting un peu jeune, limite ambiance Beverly Hills, c'est un peu ce que Ouais. craignaient certains des détracteurs de cette idée. Sauf que c'est contrebalancé par de très très grands acteurs, puisque dans le rôle de la directrice de cette académie, on a Holly Hunter, Mhm. actrice qu'on connaît notamment pour la leçon de piano, Ouais. qui là joue un personnage assez déluré, assez surprenant. Et face à elle, dans le rôle du grand méchant, c'est Paul Giamatti, Ouais. acteur oscarisé qu'on a vu notamment dans Sideways, et qui là joue un méchant sous maquillage, complètement décomplexé, habillé quasiment comme un punk de l'espace. Donc on a ce mélange de petits jeunes qui se dragouillent un peu, on a ces séquences très spectaculaires, on a ces 2 monstres sacrés du cinéma qui s'opposent. Tout ça fait un mélange qui pour l'instant sur les premiers épisodes, moi j'ai pu en voir 6 de cette première saison, des fois ça fonctionne très bien, d'autres fois un petit peu moins, donc on sent que la série se cherche encore un Mhm. petit peu, mais c'est assez encourageant. En tout cas, si vous êtes fan de Star Trek et que vous êtes un petit peu réticent à regarder cette série parce que le concept des petits jeunes à l'école vous rebute un peu, moi je vous conseille de regarder ne serait-ce que l'épisode 5, qui est vraiment un épisode Ok. fait pour les ultra fans. D'accord. Là, vraiment, vous allez y trouver tout ce que vous cherchez dans la franchise. Donc voilà, vraiment, si vous êtes complètement allergique au concept, sautez directement à l'épisode 5, là, vous serez ravis. Ok. Eh ben, écoute, on va aller regarder ça. Donc ça s'appelle Star Trek Starfleet Academy. C'est à voir sur Paramount+. Tout à fait. C'est donc en cours de diffusion. Enfin, ça commence, ça va être en cours de diffusion. Philippe, vous, Romain l'a évoqué, parce que vous n'êtes pas que comédien ou doubleur, vous êtes aussi directeur artistique de doublage. Et vous avez notamment assuré la direction de House of Cards. Racontez-nous pourquoi cette série, elle vous marque encore. Bah, elle me marque parce que d'abord, on est dans la tradition des longues séries avec plusieurs saisons. 6 en l'occurrence, ouais. Voilà, et dire cette série, je veux dire, elle prend une résonance actuellement par rapport à la vie politique aux États-Unis. Et toutes les subtilités, les arcanes du pouvoir, là, ça se passe au sein du Parti démocrate. Mais voilà, je pense que on peut comprendre l'hubris Mhm. du président
des présidents à travers cette série, je pense. Et puis cette série, elle est construite comme des personnages de théâtre. C'est Shakespeare, hein. Mm. Quand on a Kevin Spacey qui s'adresse directement au public, bon, il y a plein de subtilités dans cette série. Et puis il y a deux monstres, Robin Wright et Kevin Spacey, qui sont, moi, Kevin Spacey, c'est un acteur extraordinaire, quoi. Voilà, donc, et voilà, je pense que cette série, ça vaut le coup de la revoir actuellement par rapport à justement ce qui se passe avec l'agent orange, là, justement, aux États-Unis. Voilà. Non, effectivement, puis c'est une série qui, moi, me revenait un peu en tête, effectivement, dernièrement, avec toutes les folies qui se passent aux Ouais, ouais. États-Unis. Effectivement, on ne peut pas s'empêcher de voir des parallèles. Ça consiste en quoi d'assurer la direction artistique de doublage sur une série? Alors, assurer la direction artistique, c'est d'abord, dans un premier temps, s'occuper du casting Ouais. sur des rôles principaux, en accord avec la demande du client. Là, en l'occurrence, c'était Netflix. Mhm. Donc, le choix du casting. Et puis après, c'est aussi les adaptations, vérifier, superviser les adaptations en français. Mhm. Donc, en accord avec les adaptateurs. Donc, c'est un travail en commun. C'est un gros travail de préparation. Et puis après, c'est diriger les comédiens pour l'enregistrement, des séances d'enregistrement qui sont. Dans le cas c'est quand même des grosses journées de préparation. Et puis, en fait, le rôle du directeur artistique, c'est un travail de chef d'orchestre. Mhm. Hein, Ok. c'est-à-dire remettre les comédiens, resituer un petit peu les enjeux d'une scène, à quel moment de la série il se passe ça et ça, etc. Donc donner suffisamment d'éléments, de nourrir un petit peu les comédiens, parce que moi j'ai vu les épisodes, eux ils n'ont pas Oui. forcément vu les épisodes, et donc c'est le rôle du directeur artistique, il est justement essayer de guider au mieux par rapport à la moindre trahison possible, je dirais. Il faut forcément traduire, c'est trahir, mais là, dans le cas d'un doublage, il faut être le plus près possible de la version originale. Et c'était très réussi, parce que je me souviens d'avoir vu au moins la première saison d'House of Cards en VF. Et c'était très très bien. Merci. Voilà. J'ai basculé après, parce que la voix de Kevin Ouais. Spacey, c'est quand même quelque chose Ouais. aussi dans la version originale. Et donc, vous avez donc fait ça sur les 6 saisons de House of Cards qui sont disponibles sur Netflix. Voilà, c'était la série qui a lancé Netflix en France. Oui. À l'époque, tout le monde attendait Netflix pour regarder House of Cards, qui était sur Canal+, Oui, pour les 2 premières saisons, les ouais. 2 Ouais. premières saisons. Et on n'a pas oublié que c'était sur Netflix, et que c'est peut-être encore aujourd'hui l'une des meilleures séries qu'a produit Netflix au cours de sa dizaine d'années d'existence. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Philippe Pétieux, iconique voix française de Homer Simpson, je le rappelle, mais pas que. On le disait, vous avez donc une immense carrière de doubleur. Je vous invite à vraiment aller voir tout le travail qu'a fait Philippe. C'est assez impressionnant. Et donc pour la direction artistique. Et merci, Romain Nigita. Bah, de rien. Je rappelle qu'en plus de ton livre sur les Simpsons, donc qui sort le 22 janvier en librairie, on peut te lire dans Téléstar pour parler de l'actualité des séries, des interviews, des critiques, etc. Et vous, si vous êtes arrivé en cours de route, eh bien l'émission est à rattraper comme d'habitude sur YouTube, sur le site de Tech & Co, en replay et en podcast audio, si vous préférez, sur toutes les plateformes d'écoute. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.